Le président de la région Grand Est, Franck Leroy, était en visite à l'IFSI de Sarreguemines pour découvrir les locaux. Lors de ce déplacement, plusieurs sujets ont été évoqués comme la mobilité, la formation sur les métiers de l'industrie ou encore les quotas étudiants de l'IFSI de Sarreguemines et Forbach. Lors de l'ouverture du nouvel institut, le nombre d'élèves par promotion a déjà été augmenté à 100. Aujourd'hui, c'est 596 étudiants qui sont présents sur les deux IFSI. L'offre de formation est absolument nécessaire dans les métiers de l'infirmerie pour plusieurs raisons. D'abord, la situation démographique fait qu'on va avoir beaucoup de départs en retraite dans ces métiers, puis qu'ensuite, l'allongement de la durée de vie nécessite de plus en plus de soins infirmiers. Et donc, on a besoin de plus en plus de formation d'infirmiers. On est donc passé sur des promotions qui étaient de 79 à 100, ce qui veut dire 300 étudiants ici, 300 étudiants à Forbach. Alors, c'est suffisant pour le moment, mais cet amphi que vous apercevez derrière moi, il a été calibré pour aller jusqu'à 125 comme promotion. Donc, il est normal, quand on construit un institut de formation aux soins infirmiers, de penser le temps long. Et peut-être que dans 3 ans, peut-être que dans 5 ans, on aura besoin, parce que les besoins seront supérieurs, on aura besoin d'accroître le nombre d'élèves infirmiers, infirmières. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un peu surdimensionné ces amphis. Il avait été convenu, au lendemain du Covid, que dans le cadre du Ségur de la santé, l'État accompagnerait le développement des formations sanitaires et sociales. L'État, confronté à des déficits importants, a un temps envisagé de ne pas soutenir les régions en la matière. Fort heureusement, la pression que nous avons mise avec l'ensemble des présidents de région a fait basculer la décision dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir des crédits dits Ségur de la santé. On souhaiterait en avoir davantage, parce qu'évidemment, plus on a de moyens en la matière, plus on peut offrir un nombre important de formations. Franck Leroy a également partagé des nouvelles concernant le projet Holosolis. Elles sont bonnes parce que, à la fin de la semaine, en début de semaine, le Premier ministre a annoncé qu'à la fin de la semaine serait publiée la trajectoire énergétique de la France. Et cette trajectoire énergétique de la France réserve une place importante aux renouvelables, ce qui est extrêmement important parce qu'on a un certain nombre de partis politiques, notamment l'extrême droite, qui combat les énergies renouvelables, alors même qu'un projet comme Holosolis, c'est du 100% renouvelable. C'est la plus grande usine européenne de panneaux photovoltaïques. On est dans une région qui est très portée sur l'énergie bas carbone et l'électricité bas carbone, avec d'une part le nucléaire, d'autre part une capacité de production d'électricité grâce aux renouvelables qui est extrêmement importante, la plus importante de France aujourd'hui. Et des succès comme Holosolis réalisé ici et qui sera le grand projet d'avenir de ce territoire avec 2000 créations d'emplois, c'est évidemment des projets que nous avons très efficacement soutenus. D'où le projet de salle blanche que nous avons au lycée Nominé. C'est un projet qui est mené concomitamment avec la communauté d'agglomération et avec l'UMM. Pourquoi ? Parce que dans de plus en plus de formations aujourd'hui, de métiers, qu'on soit dans la chimie, qu'on soit dans la pharmacie, qu'on soit dans la construction de panneaux photovoltaïques, on a besoin de travailler en salle blanche, c'est-à-dire dans des atmosphères contrôlées, où évidemment la gestuelle n'est pas la même, où le contrôle n'est pas le même, et que pour garantir la qualité des produits, il faut être en capacité d'être formé à travailler en salle blanche. Donc l'idée, c'est bien de mettre en place, à partir de 2027, cette formation nouvelle, ici à Sarreguemines, pour satisfaire aux besoins d'embauche d'Holosolis, mais également des entreprises qui, d'abord, sont attirées par ce territoire qui est dynamique, et ensuite par les entreprises existantes qui ont besoin de recruter des personnels formés en salle blanche. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose un nouveau point sur les candidats aux élections municipales. Il y a du mouvement à Sarreguemines. Dominique Charpentier, qui s'était porté candidat, a finalement décidé de rejoindre la liste menée par Pascal Gent, embarquant avec lui une partie de son équipe. Cela réduit la liste des candidats actuels pour la ville de Sarreguemines à 4. Il rempile, des maires sortants ont annoncé leur candidature pour un nouveau mandat. C'est le cas de Philippe Légateau à Ypelin, Hubert Bourrin à Rémolfin et Michael Freiermuth à Calhausen. Du côté du Pays de Bitche, Jean-Marc Wagner est candidat pour un second mandat à Lemberg. Il y a de nouveaux visages qui se lancent, notamment Philippe Lang à Richelin. Il réside dans la commune depuis 2004 et a été conseiller municipal lors d'une précédente mandature. Et 2 listes sont annoncées au Val-de-Guéblange. La première, nommée Créons ensemble le Val de demain. Elle est menée par Thierry Huard, conseiller municipal sortant. Et une seconde est menée par Bruno Vinquel, appelée Nouvelle Vague. Vous pouvez retrouver nos précédentes émissions dédiées aux candidats aux élections municipales en replay sur notre site internet. Très bonne journée à tous. Sur un siècle, ça fait 6 degrés. Plus 6 degrés en un siècle.
Telle est la perspective de l'évolution du climat à Mouterouz si la hausse des températures poursuit la tendance actuelle. Ces données ne viennent pas de nulle part, elles proviennent de l'analyse de la station météo située dans cette commune. Georges Potécher du cabinet Forestis s'est notamment appuyé sur ces informations pour préparer sa conférence. Ce soir-là, en Merit Beach, il est venu donner à des propriétaires, des experts forestiers et des représentants des communes sa vision de la manière dont le changement climatique impacte les forêts du Pays de Beach. De son analyse, il ressort également le fait que sur ce territoire, le déficit hydrique est modéré, mais qu'en été, il n'y a pas assez de pluie. En France, les zones climatiques se déplacent et il paraît intéressant de réfléchir au type d'essence qu'il faut planter au moment du reboisement. Le sapin Douglas peut ainsi souffrir d'un manque d'eau. À l'inverse, le pin maritime peut désormais se plaire dans les forêts du Pays de Beach. Cependant, il n'y a pas de vérité générale. Tout dépend du sol où on envisage de planter l'arbre. Cette conférence était proposée par l'association Action Forêt. Un nouveau commerce de restauration à Sarreguemines. C'est le café Le Grain Nomade qui a ouvert ses portes au Carré Louvain. L'activité a démarré le 5 décembre 2025 et propose le concept de coffee shop, un établissement où l'on peut consommer du café, des pâtisseries et d'autres boissons sur place ou à emporter. L'idée de ce concept a germé chez les gérants Christelle et Aurélien Gosse lors d'un tour du monde. Après 1 an sur différents continents, le couple a ouvert ce café aux influences internationales et surtout américaines. Le café organise aussi régulièrement des événements en tout genre ouverts au public. Les anciens militaires de l'armée de l'air ont pris la décision de garder le commerce pendant 1 an avant de le revendre à un repreneur en octobre 2026. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est samedi, c'est la Saint-Valentin, l'occasion de passer un moment privilégié avec votre partenaire. Est-ce que c'est un événement que vous célébrez? Et si oui, qu'avez-vous de prévu? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo, notre département a été placé en vigilance jaune pour vent et crue. La Sarre est classée en vigilance jaune par Vigicru, donc attention aux éventuels débordements. Et la situation risque encore d'évoluer négativement demain, car même si la matinée s'annonce plutôt sèche, la pluie va reprendre sur l'ensemble du territoire dans le courant de l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Béatrices et il fera jour de 7h47 à 17h51. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain! Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs.
Bonjour à tous. De nouvelles coupes budgétaires ont été annoncées dans l'éducation nationale pour la rentrée 2026. Plus de 200 postes vont être supprimés dans l'Académie Nancy-Metz d'ici la rentrée. Alors ça concerne essentiellement des postes d'enseignants du premier et du second degré. Moins d'enseignants donc dans nos écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Une nouvelle qui révolte bien sûr les syndicats comme le Uniforce ouvrière 57. Son secrétaire général, Mathieu Risse, est avec nous aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci pour votre invitation. Alors dites-nous concrètement, sait-on combien de postes vont être supprimés ici chez nous en Moselle? Oui, alors on le sait maintenant depuis quelques jours, hein, tout ça a beaucoup tardé parce que comme le budget a mis du temps à se mettre en place, hein, avec tout ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a enfin eu un budget par le biais du 49.3 récemment, donc un budget pour l'éducation nationale notamment, et on a eu une répartition des moyens au niveau des académies puis des départements, et on sait depuis quelques jours que la Moselle perdra pour le coup 45 postes d'enseignants dans le premier degré. Et quelles sont les raisons évoquées pour ces suppressions de postes cette année? On nous évoque beaucoup la question de la démographie, parce que la démographie baisse. Je rappelle quand même que le nombre d'élèves par classe en France est quand même bien plus important que la moyenne dans l'OCDE et dans l'Union européenne. Mais derrière tout ça, il y a quand même la question de l'austérité généralisée, hein, les moyens qui n'arrêtent pas de baisser dans les services publics. L'argent, par contre, il y en a aujourd'hui pour l'armée, pour la défense. Pour la première fois, on a le budget de la défense qui va être plus important que le budget de l'école. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Aujourd'hui, la priorité n'est clairement plus dans l'école et dans l'hôpital, quoi. Alors ce n'est pas la première fois que l'on fait face à ces coupes budgétaires. Ces dernières années, plusieurs écoles ont protesté contre les fermetures de classes, notamment ici, sur notre territoire, du côté de Vitrin notamment, ou encore de Wolflin, suite à la suppression du coup des postes d'enseignants donc, dans ces écoles. À quel point les effectifs d'enseignants ont-ils été réduits ces dernières années sur notre territoire? A-t-on quelques données là-dessus? Alors, tous les ans, ça fait quelques années qu'on perd des postes tous les ans, mais par contre, à ce niveau-là, c'est inédit. 45 postes d'enseignants en moins dans le premier degré, c'est énorme. Il faut comprendre que c'est une balance. Donc, au final, on sera à moins 45 postes, mais là-dedans, il va y avoir beaucoup plus de fermetures de classes. Il y aura évidemment quelques ouvertures, mais comme on l'explique chaque année, il y a aussi une série de postes qui passent, qui sont consacrés qui sont des postes en fait hors élèves, hors présence devant élèves. Des postes de conseiller pédagogique, par exemple, ce genre de choses, ou l'augmentation des décharges de directeurs suite à des fusions, etc. Donc, au final, ce sera bien plus de fermetures que ces 45-là. Donc, évidemment, on est très impacté dans le département de manière générale, mais évidemment aussi dans le secteur de Sarreguemines. Alors, on n'a pas encore le détail. Les instances se tiendront fin mars, début avril. C'est reporté par rapport à ce qui se passe d'habitude parce qu'on a les municipales, et les municipales sont sous couvert de période de réserve électorale. En fait, les instances sont reportées, donc ça c'est assez particulier aussi. C'est ce qui fait que on n'a aujourd'hui pas vraiment de visibilité sur ce qui va être annoncé. Par contre, nous on a commencé à envoyer ce qu'on appelle une enquête de carte scolaire à nos collègues dans les écoles, et on a déjà beaucoup de retours, y compris dans le secteur, de collègues qui craignent des fermetures de classes. Oui. Alors, ce n'est pas le seul changement attendu pour cette rentrée 2026. Parallèlement à ces suppressions donc, de postes d'enseignants, une fusion des postes de remplaçants au niveau départemental est envisagée pour la prochaine rentrée 2026. Mi-janvier, d'ailleurs, vous avez protesté à Metz contre cette nouvelle mesure. À quel point les règles vont-elles changer pour ces personnels remplaçants d'ici la rentrée? Ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est de regrouper tous les personnels remplaçants au sein d'un unique vivier. Alors qu'à l'heure actuelle, on a différents niveaux de remplacement. Il y a des remplaçants qui remplacent à l'échelle départementale essentiellement pour de la formation. Il y a des remplaçants qui sont plus localisés ou à l'échelle des circonscriptions. On a des remplaçants qui assurent les décharges de direction des directeurs qui n'ont pas de décharge hebdomadaire. Donc chacun a ses spécificités. Aujourd'hui, on nous menace de tout fusionner. Donc on est évidemment contre. Alors c'est quelque chose qui tend à se généraliser au niveau national. Bon, il y a des choses en cours, il y a des mobilisations en cours dans plusieurs départements. J'ai participé moi-même il y a une dizaine de jours à un groupe de travail au niveau du ministère où on a fait connaître nos positions. Alors tout ça repose sur la mise en place d'un nouveau logiciel. On essaie de profiter de la mise en place de ce nouveau logiciel pour avancer vers la départementalisation, qui en fait est encore une fois une manière d'économiser de l'argent. Et on est fermement opposé parce qu'à un moment il faut aussi qu'on prenne en compte les conditions de travail
des personnels et puis les conditions aussi de bien-être des enfants. Enfin, un remplaçant qui est à l'échelle locale, qui intervient régulièrement dans la même école parce qu'il est proche, parce que c'est sa circonscription, il est connu, souvent apprécié des enfants et il y a un intérêt aussi à gérer les choses au niveau local et pas de... Il faut qu'on arrête de rationaliser, c'est les mots qu'on utilise au ministère, on nous présente des indicateurs, enfin, l'école ne doit pas être gérée par des indicateurs, on nous parle même de taux de rendement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est choquant quand on parle de l'école, taux de rendement. Et que représentent-ils concrètement ces personnels remplaçants sur notre territoire? Sont-ils nombreux? C'est grosso modo 10% des enseignants dans le premier degré sont remplaçants. On est sur environ 600 remplaçants, je pense, si on prend tous les types de remplaçants à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, il faut savoir que c'est toujours pas suffisant, parce que le ministère nous dit qu'on est aujourd'hui à 86% de taux d'efficacité, ce qu'ils appellent le taux d'efficacité. Donc, il y a 86% des enseignants absents qui sont remplacés aujourd'hui, ce qui est loin d'être satisfaisant. Donc, pour répondre à la problématique, plutôt que de rationaliser, comme on est en train d'essayer de le faire, en départementalisant, nous, ce qu'on dit, c'est en lien avec ce dont on parlait juste avant, avec les postes. La seule manière d'améliorer les choses, c'est de créer des postes. Et là, ça permettra de gagner véritablement des pourcents, et pas des dixièmes de pourcents, comme on peut le faire sans mettre les moyens, en fait. Développer un logiciel, ça va pas régler notre problème. Et avez-vous été entendu sur vos revendications portées jusqu'à Metz? Alors pour l'instant, non. Ils essaient d'avancer, contre l'avis des personnels, mais on ne se décourage pas pour autant. Enfin, les choses sont en discussion, alors, notamment dans le cadre de la carte scolaire. C'est vrai que quand on fait le lien avec tout ça, il y a vraiment beaucoup de... Tout est lié finalement, c'est forcément la question centrale, c'est celle des moyens, celle des postes. Donc on continue de se faire, des discussions sont en cours dans nos syndicats respectifs et au niveau intersyndical aussi, localement et nationalement. Mais là il va se passer des choses dans les semaines à venir, c'est certain. Quand on parle de suppression de postes d'enseignants et de restrictions budgétaires, la question de l'inclusion scolaire revient aussi régulièrement. Les AESH, vous avez alerté sur la problématique des AESH l'an passé. Ont-ils les moyens finalement d'assurer cette inclusion dans des conditions réelles, tous ces AESH aujourd'hui? Alors non, et forcément la réponse est non. Déjà il faut savoir qu'on a beaucoup de mal à les recruter, les AESH. C'est des personnes qui sont vraiment sous-payées. Ils sont à moins de 1 000 € par mois, ce qui est proprement scandaleux en fait. Derrière ça permet de parler toujours sur la question des postes. Auparavant, jusque-là, on avait ce qu'on appelait un PIAL, qui est remplacé, c'est un peu technique, mais par un PAS, un pôle d'appui à la scolarité, pour la rentrée prochaine. Ces pôles d'appui à la scolarité, on en crée 1000 au niveau national, donc ça va être en phase. C'est pas des postes qui sont créés, c'est fait à moyens constants, donc ça va encore une fois, il va falloir fermer des classes en face pour permettre de créer ce qu'on appelle donc ces pôles d'appui à la scolarité. Et ils vont servir à quoi concrètement? Ils vont servir à gérer la misère en fait, parce que le responsable du pôle d'appui à la scolarité, c'est lui qui est chargé de répartir les AESH justement entre les élèves qui ont des notifications de la MDPH. Donc vous savez qu'un élève peut être notifié, il peut avoir une notification individualisée, mutualisée éventuellement. Aujourd'hui, on est très très loin du compte. Le PAS, en fait, il va permettre de gérer la misère. C'est, en gros, dites de quoi vous avez besoin et on vous expliquera comment vous en passez, pour caricaturer un petit peu. Et ça devient vraiment ingérable. Nous, on est en contact, notamment sur Sarreguemines, on a plusieurs situations où ça devient vraiment ingérable parce que des enfants en situation de handicap ne sont pas accompagnés à la hauteur de leur notification. Et ça crée des problèmes, évidemment, pour la famille qui est concernée, mais aussi plus globalement pour l'équipe éducative et puis même pour les autres élèves. Donc pas mal d'inquiétudes, si je comprends bien, en général, donc dans l'éducation et l'avenir en fait chez nous, sur notre territoire. On ne connaît pas encore la carte précise, vous l'avez dit, des écoles concernées pour l'instant sur notre territoire Sarreguemines, Pays Beach. Mais au vu des annonces, faut-il s'attendre à des mobilisations ici chez nous en Moselle dans les prochaines semaines? Oui, ça c'est certain. Enfin, comme je le disais, on est vraiment dans le cadre on commence les discussions au niveau de nos syndicats respectifs en intersyndical. Les collègues nous font savoir leur mécontentement. Là, on a beaucoup de situations qui nous remontent sur des craintes de fermeture de classe. Au-delà de ça, il y a la question de l'inclusion scolaire systématique où nous, de notre côté, on a en ligne de mire une mobilisation nationale d'ici le printemps. Maintenant, tout est lié aujourd'hui
à la question centrale des postes, les mobilisations elles vont arriver. Enfin, c'est pas possible autrement. Il faut que ça se fasse aussi en lien avec les parents d'élèves, parce qu'on le sait, on l'a vu déjà l'an dernier. Vous parliez tout à l'heure de Vitrin. On était présent aux côtés des parents d'élèves parce que c'est pas qu'une question d'enseignants, c'est une question de conditions de travail pour l'équipe enseignante, mais c'est aussi une condition d'accueil pour les enfants. Et les parents d'élèves sont au cœur de cette question-là, et on a intérêt à se mobiliser ensemble. Et c'est comme ça qu'on va essayer de prendre les choses en lien avec eux, évidemment. Oui, dernièrement, il y avait Wieswiller aussi et Veuflin, effectivement, qui étaient concernés par ces mobilisations et fermetures, contre ces fermetures de classe. Merci à vous, Monsieur Ries, d'être venu ici sur notre plateau pour parler de ce sujet important pour notre territoire. On suivra ça, bien sûr, de près ici, sur Sarreguemines Pays Beach. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lilou et Alissa pour vous préparer une recette spéciale de Saint-Valentin. Donc, on va vous faire des petites quiches lorraines de l'amour, puisqu'on reste dans le thème de la Lorraine, une recette typique bien de chez nous. Alors, pour commencer, on va faire la pâte. Pour cette pâte brisée, nous avons besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre mou, un jaune d'œuf, 5 g de sel et 50 g d'eau. On va donc commencer par faire la pâte. Alors les filles, je vais vous laisser travailler. Alissa, tu vas mettre les ingrédients dans le saladier. Commence par mettre la farine. Ensuite, on rajoute le beurre. Lilou, tu peux l'aider si tu veux. Hop, super. Après, on rajoute quoi? Je dirais l'œuf. L'œuf, parfait, très bien. Super. Le sel. On a le sel. Parfait. Voilà. Et enfin, L'eau. on rajoute l'eau. Et maintenant, Lilou, je vais te laisser pétrir la pâte. Je te donne une technique. Tu tiens le saladier avec cette main va rester propre. Et tu vas travailler avec une seule main. Je te laisse pétrir la pâte, vas-y. C'est dur à une main, en fait. C'est dur, hein? On a envie de prendre l'autre. C'est vrai que c'est tentant. Mais au moins, ton autre main, elle reste bien propre. Voilà, je pense que c'est bon. Elle est pas mal, bravo. En tout cas, c'est une belle boule. Donc maintenant, on va prendre le papier cellophane et on va mettre la pâte une petite demi-heure au frigo. À présent, nous allons réaliser la migaine, donc l'appareil à quiche lorraine. On va avoir besoin de 100 g de lardons, 2 œufs entiers, 10 centilitres de crème fraîche, 10 centilitres de lait, une pincée de poivre et de la noix de muscade. Les filles, je vais à nouveau vous laisser travailler un petit peu. Donc, vous allez rassembler tous les ingrédients dont on a besoin pour notre appareil à quiche lorraine. Alors, c'est parti. Lilou, je te laisse mettre les lardons. Ouais, avec la main, ça marche aussi. Ensuite, qu'est-ce que tu mets? Les œufs. Les œufs, c'est parti. Alissa, je te laisse mettre la crème et le lait. Okay. La crème fraîche. Mais elles sont parfaites, ces petites. Et le lait? Le lait. Donc, un petit peu de poivre à votre guise et la muscade. Et Alissa va touiller. Vas-y, ma chérie, mélange. Alors, maintenant que notre migaine est prête, on va sortir la pâte brisée du frigo pour réaliser nos fonds de tarte en forme de cœur. On va commencer par mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Voilà, pas trop non plus, un peu partout. Ensuite, Alissa, tu poses notre belle boule de pâte sur la farine, s'il te plaît. Et maintenant, on va l'étaler. N'hésite pas à la tourner pour pas que ça colle. Vas-y, Lilou. Hop là. Waouh, elle est... Super. Bon, en fait, les filles, vous n'avez pas besoin de moi. Vous vous débrouillez comme des chefs, toutes les deux. Alors, l'idée, c'est de faire 4 fonds de tarte en forme de cœur. Et maintenant, on va découper quelque chose qui ressemble approximativement à un cercle. On va tracer une petite fente ici. Et ensuite, on va directement modeler les côtés en forme de cœur. T'as vu, Lilou? Trop belle. Tu fais la même chose? Oui. Ok, super. Et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou, parce que sinon ta migaine, elle va partir un peu partout. Couler, exactement.
Voilà, nos fonds de tarte en forme de cœur sont prêts. Maintenant, on va les faire pré-cuire pendant une dizaine de minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées, nos fonds de tarte sont pré-cuits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? La migraine. Non, la migraine, c'est quand t'as mal à la tête. C'est la migraine. Allez, Alissa, tu remplis le dernier? Tiens ta bouche bien droite. Bien droite. Voilà. Merci, Lilo. Super. Et enfin, on va finir par enfourner tout cela pendant une petite demi-heure. Et voilà! Nos magnifiques petites quiches de l'amour sont prêtes. La demi-heure est passée. Alors, on va juste laisser refroidir un petit peu et ensuite on pourra les goûter. Ces petites quiches, vous pouvez donc les déguster le soir de la Saint-Valentin, accompagnées d'une petite salade en entrée ou en plat principal en fonction de votre appétit. Et maintenant, il nous reste à souhaiter aux amoureux une très bonne Saint-Valentin et bon appétit.